Je vous invite dans l'antre de Michel Néret. Nous sommes ici à La Gabetière, près de Lyon. Je vous invite à découvrir ensemble le parcours de cet auteur hors norme. Bonjour Michel Néret. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Et là où vous travaillez avec votre femme, à l'hôtel La Gabetière, près de Lyon. Nous sommes ici par rapport à votre livre, Michel Néret, flic, sorti en 2016 aux éditions Plomb. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette aventure en tant qu'auteur pour permettre à de nouveaux auteurs de se lancer dans l'édition. Alors, un petit bref rappel, vous êtes un flic passionné, vous avez été commissaire de police divisionnaire et en 2007, vous êtes adjoint au directeur interrégional de la police judiciaire de Lyon. Vous avez été décoré en 2004 par la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy pour vos performances professionnelles. Puis en 2011, vous avez été arrêté ici même pour 8 délits présumés allant du trafic d'influence à l'association de malfaiteurs. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous raconter ce qui vous a conduit à faire ce livre ? Vous avez résumé en quelques mots un peu mon parcours de vie. Effectivement, j'ai fait 35 ans de police judiciaire, principalement dans la région lyonnaise, à Lyon, où j'ai été connu professionnellement, effectivement, pour avoir, avec mes équipes, eu de très bons résultats dans la lutte contre le banditisme. Et il s'est trouvé qu'en 2011, certains magistrats ont considéré que mes méthodes de travail étaient, je dirais, légalement répréhensibles, puisque lorsque j'ai été arrêté par l'inspection générale de la police nationale en 2011, j'ai fait l'objet à cette occasion d'une surmédiatisation que je dirais totalement irraisonnée, presque indécente, parce que lorsque je me suis retrouvé donc en détention, je me suis rendu compte que pendant des jours et des jours, les chaînes d'information continue organisaient des débats sur Michel Néret, ses méthodes de travail. Cette surmédiatisation m'a créé un personnage. Je suis une créature, je suis devenu une créature de la surexposition médiatique. Et donc ce personnage a fait que beaucoup de gens se sont intéressés à mon parcours professionnel et à la manière dont j'avais imaginé les méthodes de police pour arriver à des résultats. Et donc en 2011, j'ai été arrêté, détenu. J'ai été détenu pendant 8 mois. Et ensuite, à ma sortie de prison, alors très franchement, lorsque j'ai vu la médiatisation qui était la mienne dans les médias, c'était une médiatisation extrêmement incriminante. On m'a présenté comme le Scarface de la police, celui qui détournait de la drogue pour ses besoins personnels, presque pour la vendre et pour acheter des biens, celui qui était un commissaire de police sans foi ni loi. Donc ces informations tellement incriminantes que je me suis dit, mais comment est-ce que je vais être perçu lorsque je vais sortir de prison par les gens. Pour moi, c'était un grand doute de savoir quel allait être le regard des gens sur ma personne, quoi. Et lorsque je suis sorti de prison, donc j'étais assigné à résidence en Lorraine, à Toul, grande a été ma surprise de constater que lorsque je suis sorti de prison, tous les gens venaient à ma rencontre et me manifestaient de la sympathie, du soutien. Et ça m'a fait, évidemment, extrêmement plaisir, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de passer un peu ce stade-là. Je m'en étais un peu rendu compte parce qu'en prison,
j'ai fait l'objet de nombreuses lettres de la part de tous mes soutiens policiers, parce que beaucoup de gens dans le monde policier m'ont soutenu, il faut être clair, mais j'ai reçu beaucoup de lettres de particuliers, d'inconnus pour moi. J'en ai reçu presque 20 kilos, lorsque je suis sorti de prison au bout du monde, j'avais 20 kilos de courriers de personnes incroyables, quoi, qui m'ont donné comme, de l'énergie pour passer cette épreuve. Cette épreuve assez terrible, parce que lorsque vous vous retrouvez incarcéré 8 mois dans une cellule, en ayant été fonctionnaire d'autorité, c'est assez compliqué à vivre. Avec un environnement des détenus qui est extrêmement dur, extrêmement dur. Parce que je faisais l'objet d'insultes permanentes à chaque fois que je sortais de ma cellule, c'était des insultes permanentes des détenus. Voilà, donc je me suis rendu compte que je bénéficiais d'un capital sympathie important. Et je pense que beaucoup de gens s'en sont rendus compte, puisque dès que je suis sorti de prison, alors que, encore une fois, quand je vous dis, je suis sorti avec un état d'esprit où je dis, je vais me mettre dans un coin, je ne veux plus qu'on entende parler de Michel Néret, je vais faire le mort. Point. J'ai été sollicité par beaucoup de maisons d'édition, parce que j'avais beaucoup de relations avec le monde journalistique, puisque en plus j'étais chargé un peu de la communication au sein de la police judiciaire de Lyon à la fin de ma carrière, mais j'avais beaucoup de relations avec des journalistes, et il y a des journalistes qui m'ont pris un peu sous leur aile protectrice, et qui m'ont aussi mis dans le moule du monde de l'édition, et qui m'ont proposé de rencontrer des gens de l'édition. Donc au départ, j'ai été au contact avec la maison Robert Laffont. J'ai rencontré la directrice de chez Robert Laffont, avec les journalistes qui m'accompagnaient, et on a discuté du projet d'écriture d'un livre. Voilà. On en a discuté, et on est resté sur cette discussion parce que le projet qui m'avait été développé ne me convenait pas véritablement. Et ensuite, j'ai été sollicité par la directrice de chez Plon qui, par le plus grand des hasards, avait fait la rencontre de ma femme à l'occasion d'un événement, et qui lui avait dit, si ton mari a envie d'écrire un jour, qu'il me contacte. Ça s'est passé comme ça. Donc je suis allé à son contact, voir la directrice de chez Plon, et elle m'a tenu un discours beaucoup plus satisfaisant pour moi. Et donc on a développé l'idée d'écrire un livre. Alors, évidemment, le problème, c'est que j'étais toujours sous le coup d'une inculpation, d'une instruction judiciaire, donc d'un procès à venir. Et donc, il était bien convenu avec l'éditrice que le livre, si livre il y avait, ne serait jamais édité avant la fin de mon parcours judiciaire, et surtout avant la fin de mon jugement. Vous avez commencé l'aventure de l'édition en quelle année? En 2012? Alors, mes premiers contacts avec l'éditrice, c'était 2013. D'accord. 2013-2014. On a commencé à en parler. Et très franchement, donc, la directrice de chez Plon m'a dit, Michel, tu es fonctionnaire de police, donc tu as l'habitude d'écrire des rapports de police, mais ce qu'on veut faire, c'est un livre. Et un livre qui raconte ton parcours, qui raconte ton histoire personnelle. Et un livre, il faut le construire de manière littéraire, de manière à donner envie aux gens de lire. Et quelles que soient tes qualités d'écriture en matière de rapport de police, c'est pas du tout la même chose. Donc la directrice de chez Plon a eu l'idée de me mettre en relation avec une personne qui travaille habituellement dans leur maison d'édition, qui est une plume, et qui m'a pris sous son aile, et avec lequel personnage donc j'ai eu beaucoup de rencontres, où on a parlé beaucoup de ma vie, de mon parcours, de ma vie personnelle, de mon enfance. Et donc ce livre, il est la création, la conjugaison d'une rencontre d'un policier avec une maison d'édition. Alors, lorsque le livre est sorti, juste avant, est-ce que vous avez eu un droit de regard sur tous les écrits? Est-ce que vous avez pu changer certains passages? Ah oui, alors, c'est pas lui qui a pondu en une seule fois le livre, donc je l'ai rencontré à de très nombreuses reprises, pendant des jours et des jours. Donc on a beaucoup parlé, il a beaucoup enregistré, donc il écrivait, il me présentait sa production, je la modifiais lorsque j'estimais qu'il y avait des passages qui devaient être rendus de manière différente. Ouais, non, mais c'était une collaboration constante,
est pleine. Donc, on vous a rien imposé. Il propose et je décide. D'accord. Donc c'est soumis à mon approbation, à mon contrôle, à ma relecture. Et encore une fois, quand j'ai voulu modifier un certain nombre de paragraphes, ou le contenu de texte, ou la manière dont les affaires policières, les enquêtes étaient présentées, ça posait aucun problème. Voilà. Mais la personne avec laquelle j'étais était quelqu'un qui a une expérience dans l'écriture qui est considérable. C'est véritablement, je dirais, un des personnages clés du conte de l'édition Plomb. D'accord. Alors, une fois l'écriture terminée, il y avait un passage obligatoire, c'était la promotion du livre. Comment s'est passée cette promotion? Comment vous l'avez vécue? Et donc la directrice de chez Plomb avait envisagé de le sortir à l'automne, au moment où les grands salons du livre prennent forme. Et donc on a dit banco, et donc on l'a sorti début octobre 2016. Alors début octobre 2016, évidemment, la Maison Plomb, c'est une maison d'édition qui est très connue, très importante, et qui a une force promotionnelle énorme. Et donc j'ai eu mon attaché de presse qui a mis en place un plan, un programme de promotion très lourd, pendant 3 semaines. J'avais chaque jour 4 ou 5 rendez-vous, alors devant la presse télévisée, la presse écrite, la presse radiophonique, la presse télévisée. Et donc pendant les 3 semaines qu'a duré ma promotion, j'ai pratiquement réalisé toutes les interviews possibles et imaginables à la télévision. Donc j'ai commencé par On n'est pas couché avec Ruquier le 1er octobre 2016. Ensuite, j'ai fait Barthès, Zemmour, j'ai fait la 5, j'ai fait la 3, j'ai fait BFM, CNews, enfin toutes les chaînes importantes. Et ensuite, je suis passé à la radio avec Europe 1, le Club de la Presse, France Inter 2 fois, RTL. Michel Néret devenait un homme public. Un homme public avec un livre qui était attractif, vendable. Et qui a connu donc une certaine réussite, quoi. Après donc la publication de ce livre, et après donc toute la promotion médiatique organisée, s'est déroulée ensuite la Lituanie des grands salons du livre. Et donc ma découverte du monde, du roman, des romanciers. Donc là vous avez fait la rencontre de romanciers connus. Vous pouvez nous expliquer cette relation-là? Est-ce que vous avez eu certains conseils sur la manière de vendre, la manière de... Alors, mon premier salon, c'est le salon de Brive, qui est un des 3 plus grands salons littéraires de France. Ça a été mon premier contact avec ce monde-là, cet univers-là, parce que c'est un univers, le roman et la littérature, l'édition, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, dont je ne soupçonnais pas cette énergie incroyable qui rayonne de tous ces personnages. Et donc mon premier contact, ça a été Brive. Brive, c'est un très gros salon, et j'ai été placé dans un stand, le stand de chez Plomb, entouré de grands auteurs, de renom, des romanciers, je dirais, professionnels, qui font métier de leur plume et de leur écriture. Moi, à côté de ça, je me sentais comme un vilain petit canard, parce que je ne suis pas un romancier, je ne suis pas quelqu'un qui écrit, et malheureusement pour eux, je bénéficiais d'une aura médiatique qu'ils n'avaient sans doute pas eu immédiatement, et ce qui fait que j'ai connu tout de suite un succès assez important, et qui dénotait et qui me mettait presque mal à l'aise par rapport aux gens qui m'entouraient et qui étaient eux des gens brillants dans le monde de la littérature et du monde littéraire, ce que je n'étais pas. Et donc ça m'a un peu gêné de ce côté-là, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus pour voir Michel Néret et puis pour avoir une dédicace de ce livre. Vous avez une petite anecdote à nous narrer par rapport à ça?
Des anecdotes, j'en ai beaucoup, mais bon, j'étais avec un certain nombre d'auteurs. Je vous l'ai dit, j'étais avec un auteur qui s'appelle Berezovski, qui est un ancien diplomate russe, qui écrit sur la Russie et tout. Il est à côté de moi, et quand il voyait le nombre de personnes qui venaient me dédicacer, il me dit, Monsieur Néret, vous êtes un stakhanoviste de la signature. Voilà, et puis j'étais avec Monsieur Alain Duhamel, j'étais avec plein de gens, d'hommes politiques qui écrivent, et un monde qui m'était totalement inconnu et dans lequel j'ai commencé à me familiariser au fur et à mesure de mes salons, parce que les salons du livre, j'ai pratiquement parcouru la France entière pour faire des salons, de Lille à Nice, de Bordeaux à Nancy, en passant par Paris. Là, vous avez fait combien de salons au total sur... Alors, je ne peux pas les compter, j'ai compté, mais bien une vingtaine de très gros salons du livre, une vingtaine, facile. Et généralement, vous vendiez combien de livres? Combien l'éditeur vendait de livres? Combien vous signez en fait de dédicaces? Je dis, c'était un monde qui m'était totalement inconnu. Donc quand je suis arrivé, mon premier salon, ça a été Brive. Et Brive, il s'est trouvé que le libraire qui me gérait n'avait pas du tout évalué l'impact médiatique de mon affaire, et donc le succès potentiel que je pouvais rencontrer vis-à-vis des lecteurs. Et lorsque je suis arrivé le vendredi après-midi, j'étais à côté de Jérôme Kerviel, qui est pareil que moi, avait connu une médiatisation excessive. On a commencé dès le vendredi après-midi à signer des livres, et le libraire m'a pris entre quatre yeux en me disant, Monsieur Néret, je crois que j'ai fait une erreur dans l'évaluation. Il n'avait pas du tout évalué l'impact. Et donc il est allé récupérer tout un tas de livres dans la région de Bordeaux pour essayer de compenser un peu le manque de ces livres. Ce qui fait qu'il avait récupéré des livres, et le samedi après-midi à 17h, j'avais plus de livres à signer alors que je restais le samedi et le dimanche. Et j'avais vendu là 250 livres. Ce qui, encore une fois, j'avais pas de recul sur ce monde-là, et 250 livres, je ne savais pas si c'était beaucoup, pas beaucoup, et donc mon attaché de presse m'a dit, Michel, 250 livres, parce que j'ai fait quand même des remarques ou des reproches à l'attaché de presse en disant, mais vous n'avez pas du tout évalué. Elle me dit, mais 250 livres, c'est un très très gros chiffre, et vous êtes 5 ou 6 dans tout le grand salon à vendre 250. Quoi. Donc j'ai commencé à appréhender un peu ce milieu-là, et quand je faisais des salons du livre, je vendais entre 200, 250, 300. Lorsque j'ai fait le salon de Vienne, j'en ai vendu 400, à Lyon j'en ai vendu 350. Voilà, c'est des chiffres qui ne me parlaient absolument pas, qui me parlent aujourd'hui, parce que en plus, dans les dédicaces, je faisais des dédicaces assez longues, même assez longues, enfin, des phrases qui avaient un sens dans le livre. On peut voir une belle dédicace. Donc c'est vrai que... Et donc, lorsque j'ai fait mon salon du livre, pas mal de temps. L'auteur qui est à côté de moi, quand il m'a vu faire la première dédicace, il m'a dit, Michel, tu vas pas dédicacer tes livres de cette manière-là? Je dis, si. Pourquoi? Il me dit, bon courage. Et effectivement, bon courage, parce que quand vous faites 300 ou 400 dédicaces que vous essayez de modifier, c'est pas toujours la même phrase. Bon, c'est des idées forces que je décline au fur et à mesure des livres. Mais quand vous en faites 300 ou 400, je peux vous dire qu'à la fin du week-end, vous êtes déjà intellectuellement vidé, et puis physiquement atteint, quoi. Mais voilà, au moins à chaque fois, les gens étaient très contents du fait que ma dédicace, c'était pas en souvenir d'une rencontre, c'était voilà, une idée qui transparaît dans ce livre, ou sur la passion du policier, ou sur les méthodes du policier, enfin voilà, donc des dédicaces qui avaient un sens. Alors il est sorti en 2016, oui. Vous disiez en octobre 2016, en grand format. Combien de livres ont été vendus au total sur ce grand format? Je ne tiens pas une comptabilité au jour le jour, mais je crois que les grands formats, puisque le grand format a cessé quasiment d'être distribué à partir du moment où le livre de poche est sorti. Et il est sorti, je crois, le livre de poche fin 2017, c'est-à-dire un an après la sortie du grand format. Plon avait conclu un accord avec J'ai lu dès le salon du livre de Brive, accord selon lequel au bout d'un an, le grand format passerait en livre de poche. Parce que la durée de vie d'un livre, d'une biographie, généralement, ce que m'expliquait le directeur de chez Plon, c'est entre 6 et 8 mois, et qu'après 6 et 8 mois, donc, les éditeurs cherchaient d'autres lecteurs
au travers des livres de poche. Sauf que moi, j'avais au bout de 8 mois encore une vie dans mon grand format, ce qui fait que le directeur m'avait reconnu qu'ils avaient peut-être fait une erreur de le sortir aussi vite en livre de poche. Mais bon, le livre de poche est sorti en fin 2017, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve le livre de poche dans les librairies et beaucoup moins les grands formats qu'il faut commander sur Amazon. Voilà. Mais voilà, j'ai à peu près fait entre 37 et 38 000 grands formats et plus de 10 000 pour l'instant livres de poche. Voilà, une cinquantaine de milliers de livres pour l'instant. Alors quand on sait qu'un best-seller, c'est aux alentours de 1500 livres, oui, là on pourrait dire que c'est un super best-seller. Moi c'était encore une fois dans le monde de l'édition, quand je discute avec des romanciers, parce qu'on parlait des auteurs, ils me demandaient mais tu en as sorti combien? Bon, au début, je dis écoute, là ils en ont déjà fait 15 000 et puis ils vont faire un tirage et tout, mais moi ça me parlait pas ces chiffres-là, ça me parlait absolument pas. Et les mecs, ils étaient tous surpris parce que eux, quand ils arrivent à vendre 2 000, 3 000, ils sont hyper contents. 5 000, 10 000, pour eux, c'est une réussite. 20 000, c'est un best-seller. C'est vrai. Mais moi, c'est des chiffres, encore une fois, d'un monde qui m'était totalement inconnu. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon livre avait connu un succès certain, quoi. C'est gratifiant. Vous avez découvert un nouveau monde, le monde de l'édition. Quel regard portez-vous à cet univers-là? Alors, c'est un peu comme l'univers de la police. C'est un univers de passion, mais c'est un univers ingrat aussi, parce que quand je vois, encore une fois, donc, tous ces romanciers, ces auteurs passionnés qui écrivent, qui sortent leur trip pour créer une œuvre et la vendre, et que je vois souvent la difficulté d'avoir un succès, ou je dis que c'est un monde hyper ingrat. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir, avec la maison d'édition Plon, un plan de promotion médiatique énorme. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir une affaire qui a eu un retentissement médiatique national, de s'en parler de tous les médias. C'est vrai que ça m'a donné, par rapport à tous les auteurs que j'ai rencontrés, un atout, un avantage considérable. On ne venait pas pour la qualité d'écriture de Michel Néret, on venait pour rencontrer le personnage qui avait vécu ce parcours-là, et puis pour discuter, parce que quelque part les gens, je ne dis pas se sont identifiés à vos parcours, mais ont vu que le petit fils d'ouvrier avait réussi une grande carrière, était haut fonctionnaire, qu'il avait pris des risques dans sa vie, des méthodes de travail, certes peut-être qui n'étaient pas toutes conformes à la loi, mais qui avaient abouti à des résultats. Et donc les gens s'identifiaient dans le fait que, voilà, moi, ma notion de travail, c'était la fin justifie les moyens. Peut-être que ces gens-là ont dit, finalement, nous, on est d'accord avec sa vision de la police. Et puis donc, j'ai eu des milliers de gens qui sont venus me voir. Et franchement, pour quelqu'un qui s'est retrouvé 8 mois enfermé dans une cellule, se retrouver dans un salon du livre entouré de personnes qui vous communiquent de la sympathie, de l'émotion, du soutien, c'est quelque chose de très fort. Alors, justement, vous avez connu cette période-là, qui date un petit peu maintenant, qui date de plus de 3 ans. Est-ce que ça vous donne envie d'écrire un nouveau livre, une suite éventuellement, ou peut-être écrire un polar, puisque vous étiez dedans, on peut parler de plein de choses. Écrire une suite, je ne vous cache pas que, vu le succès de ce premier livre, le directeur de chez Plon m'a sollicité pour en écrire un deuxième. Alors, très franchement, je veux vous dire que moi je suis très sensible à l'image que j'ai laissée dans le monde policier. Et je ne voudrais pas que, en écrivant un deuxième livre, je ne vais pas faire un dictionnaire des affaires Michel Néret, parce que j'ai fait 20 ans de BRI, chaque année on faisait 4 ou 5 affaires de grand banditisme, ça fait une centaine d'affaires, je n'allais pas faire un dictionnaire des affaires réussi dans un livre. Et si demain j'écrivais un second livre, je donnerais l'impression de vouloir surfer sur une matière, et profiter de la situation. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que les policiers me disent tu vois, il bénéficie de son aura pour encore. Il exploite un filon.
J'ai pas envie de ça. Donc voilà, j'ai écrit parce qu'on m'a demandé d'expliquer mon parcours. Voilà, mon parcours, j'ai expliqué ma vie personnelle, professionnelle, c'est fait. Voilà. Pas de projet artistique en vue ces prochaines années alors? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de projet artistique, mais c'est vrai que le succès rencontré par ce livre, et puis l'histoire Michel Néret, ça a créé des envies d'adaptation cinématographique. Hein. Donc on a des projets d'adaptation cinématographique. Bon, avec des évolutions, parce que là aussi c'est un monde que je ne connais absolument pas, le monde cinéma, même si à une certaine époque, en 2010, j'étais très proche d'Olivier Marchal qui est venu tourner un film grand cinéma sur Lyon, et où j'étais assez présent dans son milieu. Mais c'est un milieu que je ne connais pas, et je vois les difficultés pour mettre en place un projet abouti et pour arriver à un film. Donc au départ, on avait un projet de film. Le réalisateur avait été pressenti comme étant Olivier Marchal. Olivier Marchal, ayant beaucoup de contrats, il n'a pas pu se libérer, donc les producteurs avec lesquels j'ai signé un projet d'adaptation cinématographique, les producteurs ont fait appel à Clovis Cornillac, qui devait jouer mon rôle et qui devait être en même temps réalisateur. Et donc là, ce projet-là était bien abouti, puisqu'on avait fait des repérages sur Lyon, on avait le casting, on avait un scénario, et puis après il y avait un problème de financement du film, parce que c'est des films comme qui ont un certain coût et un certain budget nécessaire. Et donc c'est produit la crise actuelle que connaît le cinéma, et les producteurs donc, ont changé de braquet, et ils sont passés d'un projet de film cinématographique à un projet de série télévisée. Et c'est ce projet-là qui est aujourd'hui en train de se développer. Il prospecte très bien. Olivier Marchal est sans doute pressenti comme le réalisateur de cette série. Et il y a déjà des noms d'acteurs connus qui se sont engagés ou qui ont donné en tout cas leur parole pour jouer dans ce film. Donc on a un projet. Il y a un projet donc il y a des écritures de scénario, puisqu'il y a 6 numéros de la série. Donc c'est en cours. C'est en cours, et donc on cherche la plateforme de diffusion. Et donc les producteurs, puisque c'est le travail des producteurs, et là encore je découvre tout ce milieu du cinéma, entre la réalisation, la production, la diffusion, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et pour mettre en place un projet final, ça demande du temps. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ça retarde d'autant la sortie du projet, mais il développe et il prospère très bien. Donc pour finir, on peut dire que vous avez une vie bien remplie, un emploi du temps... En tout cas, ma vie professionnelle, comme je dis, j'ai mangé du miel dans ma vie professionnelle pendant 35 ans. J'ai adoré ce que j'ai fait. Bon, il est arrivé cette épreuve qui m'a redonné, je dirais, naissance d'une nouvelle vie. Alors ça a été le monde littéraire, la rencontre d'un certain nombre d'auteurs, de personnalités, du monde médiatique, du monde politique, du monde journalistique. Ça m'a beaucoup enrichi. J'ai rencontré des gens avec lesquels j'entretiens des relations toujours très, très constantes et très actuelles. Et puis maintenant, si la série cinématographique se déroule comme elle doit se dérouler, ça me fait rencontrer un autre monde du cinéma, de la télévision. C'est vrai que c'est un monde enrichissant. Alors, très honnêtement, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré terminer ma carrière de policier jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Bon, là, maintenant, on m'a donné une coupure, on m'a imposé une coupure. Je change d'univers, parce que c'est un univers différent, qui est moins présent au quotidien, mais bon, qui me donne un nouvel élan pour poursuivre sa vie, quoi. Parce que, très franchement, quand vous faites... le métier que j'ai fait et que vous vous retrouvez du jour au lendemain enfermé entre 4 murs d'une cellule, c'est compliqué. On réfléchit beaucoup sur sa vie, on réfléchit beaucoup sur la futilité de ses convictions, parce que j'ai beaucoup de convictions policières, j'ai pris des risques, et je me suis rendu compte au final que, est-ce qu'elles ne sont pas futiles, parce qu'on m'a écrasé sans tenir compte de pas grand-chose. Hein. C'est vrai que ma carrière, qui est remarquable, irréprochable, elle n'a pas pesé lourd par rapport aux quelques mois où on a considéré que j'avais fait une dérive professionnelle, quoi. Ben c'est parfait, je vous remercie, merci encore, et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre nouvelle vie cinématographique. Merci. Au revoir. Ouais,
C'est bien. Je suis quand même conscient vis-à-vis des autres éditeurs ou romanciers que j'ai bénéficié d'une médiatisation d'une affaire incroyable qui m'a permis d'avoir ce succès littéraire, je dirais. Vous avez fait pas mal d'envieux. Ouais, j'imagine. Et puis j'imagine la difficulté, encore une fois, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs autour de moi, j'imagine la difficulté pour ces gens qui ressortent leurs tripes dans leurs livres, de pouvoir les faire connaître du public et les faire apprécier. C'est très compliqué. Il faut avoir un vrai mental, et un auteur, il doit avoir un sacré mental. J'avais une petite question, une dernière question en off. Vous aimez quel genre de livres? Les polars, ça vous tente? Après le boulot, vous lisiez des polars ou pas? En prison, la lecture, ça a été un peu ce qui m'a un peu sauvé quand même, parce que j'avais accès à la bibliothèque de Paris, donc je pouvais commander ce que je voulais. Donc je lisais alors des livres pour me détendre, donc des livres des romanciers américains, des policiers. J'ai découvert les Américains, les Islandais, Indrid Hudson, les Suédois. J'ai beaucoup lu, j'ai lu beaucoup de livres historiques. J'adore l'histoire, donc j'ai lu beaucoup de livres historiques, les Max Gallo et compagnie. Philosophique, beaucoup moins. Déjà, en prison, on n'a pas la tête à se mettre dans des livres à très grande réflexion intellectuelle, quoi. Donc, des livres historiques, j'en ai beaucoup lu, et puis des livres qui me passent le temps, donc des enquêtes policières, ouais. Alors, ça tient la route, les enquêtes policières dans les livres? Certains, oui. Ouais. D'ailleurs, ceux qui tiennent la route sont ceux qui sont les plus proches de la réalité et qui donnent. Et puis, alors, je me suis souvent dit, quand je l'ai dit, mais l'imagination, comment est-ce qu'ils arrivent à sortir des scénarios comme ça? C'est l'imagination d'un auteur. Quand je lis certains livres, je me dis, mais c'est incroyable. Vous avez un auteur français favori? Sur le roman, roman noir, le roman, bien, le polar. Minier. J'adore Minier, j'aime bien Franck Tillier. D'ailleurs, je les ai rencontrés, j'ai eu la chance de les rencontrer, et on a beaucoup discuté. Norek aussi, qui sont certains sont policiers, d'autres pas, mais ils écrivent des livres qui sont extrêmement précis, et puis qui donnent vraiment l'ambiance de l'enquête policière, vraiment.